Je vais vous parler d'adaptation des traits. Alors je suis un peu l'écologiste de service, si j'ai bien compris, dans cette session, mais ça me fait plaisir d'être là parce que justement c'est aussi des domaines que je ne connais pas et donc peut-être il y aura des échanges intéressants. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Alors, je voudrais commencer cet exposé en parlant d'environnements nouveaux. Bon, les espèces, d'une manière générale, sont confrontées à l'émergence d'environnements nouveaux qui sont parfois bien différents des milieux dans lesquels elles ont évolué. Alors on peut parler des milieux urbains, par exemple, comme une sorte de milieu vraiment différent, mais aussi les milieux agricoles. Les agrosystèmes sont des milieux récents sur le plan de l'évolution. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ces milieux vont entraîner des réponses adaptatives des plantes. Autre exemple de milieu, les milieux miniers, par exemple, qui sont des sols pollués, extrêmement pollués, auxquels certaines espèces réussissent à s'adapter. Alors la question c'est, les espèces peuvent-elles s'adapter à ces changements? À quelle vitesse? Quand on parle de changements globaux, de changements rapides actuellement, est-ce que les espèces vont être capables de s'adapter à ces changements? Et plus fondamentalement, quels vont être les moteurs de ces changements? Est-ce qu'on peut identifier les caractéristiques de ces milieux qui vont mener ce changement? Alors dans ce contexte, la question de la caractéristique des graines est fondamentale, puisque la caractéristique des graines, les graines vont être la structure qui va s'installer sur un sol, et donc toute modification de l'environnement va potentiellement avoir des effets sur cette première phase de vie de la plante. Les milieux nouveaux sont aussi très différents par la disponibilité, la distribution de l'habitat favorable pour une espèce. Par exemple, sur un milieu agricole, ce milieu est fortement fragmenté, avec des milieux qui vont être favorables à certaines espèces et d'autres qui ne vont pas l'être. Ça ne marche pas? Ouais. Et il en va de même pour le milieu urbain, ou d'autres milieux encore. Et donc, en outre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces milieux vont finalement modifier le régime de perturbation de ces espèces. Et ça va entraîner éventuellement des extinctions plus fortes ou moins fortes. Ça va modifier le régime d'extinction des populations. Ces nouveaux milieux vont aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, modifier la disponibilité de l'habitat favorable. Et ça veut dire que pour une espèce qui est dans le paysage, disperser ses graines dans un nouvel habitat, ça peut être plus dur ou plus facile, suivant la disponibilité de l'habitat. Et enfin, parfois, par exemple dans un processus de fragmentation, réduire la taille des populations et augmenter éventuellement la compétition entre apparentés. Si je cite ces trois choses, c'est qu'en fait, sur le plan théorique, on sait que c'est les trois facteurs qui vont faire évoluer les traits de dispersion. L'extinction des populations, qui va favoriser la dispersion puisque pour qu'une espèce se maintienne à l'échelle du paysage, il faut qu'elle soit capable de recoloniser des nouveaux espaces, puisque chaque population est vouée à l'extinction. Le coût à disperser représente l'idée qu'il peut être coûteux dans un paysage où la disponibilité de l'habitat est faible. Il peut être coûteux d'aller disperser dans un nouvel habitat. Et la compétition entre apparentés, je pense que dans ce qui nous concerne, jouera un moindre rôle. Si on s'intéresse par exemple au coût de la dispersion chez une espèce à dispersion passive dans un cadre de fragmentation de l'habitat, prenons une espèce qui disperserait par le vent par exemple, et je représente ici en vert l'habitat qui est favorable. Si je considère une plante fictive au milieu de mon carré, et que cette plante va disperser dans mon carré, toute graine va rencontrer un habitat favorable. Et donc on peut dire que la probabilité de survie des graines pendant la dispersion est de 1. À mesure, c'est trivial, à mesure que l'environnement va se fragmenter, la probabilité de rencontre d'un milieu favorable, en vert, va diminuer en proportion, si la dispersion est passive, en proportion de la superficie de l'habitat favorable. Alors il est aussi important de voir que ce que je dis là, ça n'est pas l'apanage des milieux nouveaux. Dans les milieux naturels en tant que tels, on a aussi les mêmes processus. L'exemple des îles océaniques est un exemple de milieu extrêmement fragmenté qui a été très bien étudié dans les années 60 par des gens comme Carl Quist, par exemple, qui avait montré des syndromes de dispersion
des variations de traits des graines sur les îles par comparaison au continent. Ça, c'est des cas caricaturaux de fragmentation, mais la fragmentation, elle existe aussi dans une forêt, dans une dynamique forestière régulière, dans laquelle on a des trouées d'arbres qui permettent la colonisation d'espèces annuelles. Et ces espèces, pour ces espèces annuelles, par exemple, il s'agit d'une île dans laquelle l'ensemble du reste de l'habitat, la forêt, est un habitat non favorable. Tout ça pour dire qu'on peut reconnecter ces forces qu'on observe dans les milieux nouveaux. Elles sont aussi présentes dans les milieux naturels en tant que tels. Alors un syndrome bien connu, souvent invoqué, est le syndrome de compétition-colonisation, dans lequel on propose que les individus qui sont capables de bien coloniser sont aussi des individus qui sont mauvais compétiteurs, et réciproquement, les individus qui sont de mauvais colonisateurs sont de bons compétiteurs. Chez les plantes, en général, le modèle sous-jacent, c'est la taille des graines, avec l'idée que plus on fait des petites graines, plus elles vont pouvoir se déplacer facilement dans l'espace et donc coloniser. Dans le même temps, comme elles ont peu de ressources, elles seront peu compétitives ou peu compétitrices. Au contraire, des grosses graines auront peu de capacité à bouger, mais seront très compétitives localement. Alors les questions assez générales que je voudrais aborder dans cet exposé, c'est l'adaptation des traits de dispersion à de nouveaux environnements est-elle possible? Est-ce qu'on peut mettre en évidence ce genre de phénomène? Et quand je dis ça, je pense à des échelles spatiales réduites, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre en évidence des variations de traits sur des échelles spatiales de l'ordre de la dizaine, centaine de kilomètres, donc des petites échelles d'espace, et sur des échelles de temps courtes, à savoir, on parle de processus de fragmentation qui sont nécessairement des processus assez récents, et donc la question est de savoir si ça peut répondre dans ces échelles de temps. Et deuxième partie de la question, quels sont les processus en jeu? Est-ce qu'on peut identifier les processus à l'œuvre dans ces systèmes-là? Alors pour essayer de répondre à cette question, on s'est intéressé à un milieu écologique un peu particulier, qui est l'environnement urbain. Et à l'intérieur de l'environnement urbain, un système encore plus particulier, que sont les patchs au pied des arbres, enfin ce que j'appelle les patchs, donc les petits carrés de terre au pied des arbres d'alignement dans les villes. Alors c'est un milieu extrêmement fragmenté, évidemment, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est une caricature de fragmentation, si vous voulez, qui présente néanmoins un certain nombre d'avantages. On peut définir très facilement l'habitat favorable. Je sais qu'une espèce peut pousser là, je sais qu'elle ne peut pas pousser là. Ça paraît trivial, mais dans le milieu naturel, en tant que tel, c'est pas si facile de déterminer un environnement favorable. Ensuite, ce sont des patchs de surface constante, disposés de manière régulière, donc il y a une certaine géométrie dans le système qui fait que c'est facile de modéliser ou de modéliser les processus dans ces systèmes-là. Souvent plus facile que dans des milieux naturels plus bruités, on va dire, où le schéma ne nous est imposé. Alors donc on s'est intéressé à ce système-là à Montpellier, et dans ces patchs-là, on peut, par exemple, à l'échelle d'une rue, on trouve une centaine d'espèces à peu près. Bon, là, je vous décris la liste qui ne doit pas tout à fait actualisée. Une centaine d'espèces, si on prend une série de 40-50 patchs, on va trouver ça, avec des espèces très fréquentes. Vous avez ici les 7 espèces les plus fréquentes. Sonchus soleraceus, Stellaria media, Conisa canadensis, Poa annua, celle-là c'est la plus fréquente. Lactuca seriola, donc on voit quand même pas mal de composés. Senecio vulgaris, et Crepis sancta, l'espèce sur laquelle on va se pencher un peu plus. Alors, l'espèce sur laquelle on a mené nos travaux est donc l'espèce Crepis sancta. Pourquoi? Parce que c'est une espèce hétérocarpe, c'est-à-dire une espèce qui produit deux types de fruits. C'est une forme assez commune chez les astéracées. Donc vous avez ici un capitule mature qui fait ses graines, et on peut voir au centre des petits akènes avec un papus comme représenté ici, et à la périphérie du capitule, des gros akènes dépourvus de papus et qui sont un peu plus lourds et un peu différents en couleur. La proportion de l'un et de l'autre, c'est d'environ 15-85%.
15% de gros akènes et 85% de petits. Mais là aussi, ça peut varier. Alors, l'avantage avec ce système, c'est qu'on peut définir une stratégie individuelle de dispersion juste en comptant finalement les grosses graines et les petites graines. Ça nous donne un indice, bien sûr qu'il faut relier à des distances de dispersion, etc. Mais a priori, on a une mesure, il est facile de phénotyper cette espèce, le phénotype de dispersion, juste en comptant les grosses graines et les petites graines. Et dans l'exposé, on va définir le ratio comme le ratio de graines non dispersantes sur le nombre d'acènes total. Donc, si vous voulez, un gros ratio, ce sera une espèce qui dispersera peu, et un petit ratio, ce sera une espèce qui dispersera beaucoup. Alors, on sait d'après les études précédentes et par des études aussi récentes qu'on a faites que les deux types d'acènes ne sont pas dormants. C'est-à-dire qu'il y a une dormance primaire qui les empêche de germer pendant l'été, mais les akènes, dans des conditions favorables à l'automne, germent tous. Il n'y a pas de banque de graines sur cette espèce. Et des études précédentes ont montré que ce qu'on subodorait, c'est-à-dire qu'effectivement leur aptitude à la dispersion par le vent est très différente. Ça se mesure en général par une vitesse de chute en conditions standards, et on voit que la vitesse de chute des akènes dispersants est bien plus faible que la vitesse de chute des akènes non dispersants, ce qui laisse supposer qu'évidemment, ceux-là seront bien mieux portés par le vent que ceux-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce ratio, il est susceptible de varier entre individus dans les populations naturelles. Si on se promène dans une population naturelle autour de Montpellier, on peut trouver des individus qui font quasiment 0% de grosses graines jusqu'à 30%. Donc une variation de ce niveau-là. Et on sait aussi que ce trait est partiellement héritable par des études qui avaient été faites dans les années 2000, avec une héritabilité au sens strict de l'ordre de 25%. Alors, à noter que cette question des deux types de graines est une question assez ancienne et avait interpellé Darwin. Et dans l'origine des espèces, on peut trouver cette phrase où il parle des composés, et il parle de certaines composés où les graines diffèrent en forme et en sculpture, enfin en ornementation. Et la question qu'il pose, c'est, il se demande à quoi ça peut bien servir, et il conclut en disant, il semble impossible que ces deux types-là peuvent être avantageux à la plante. Donc il est intéressant de voir que ça avait titillé Darwin, cette question-là, sans qu'il ait finalement de réponse formelle sur la question. L'hétéromorphisme des graines, c'est une chose qui existe dans un certain nombre de familles d'angiospermes, 18 familles d'angiospermes, au moins. Elle est très représentée chez les astéracées, mais elle existe aussi chez les chénopodiacées. Et ces deux familles-là font en fait 71% des espèces. Tout ça pour dire que chez les plantes, l'hétéromorphisme, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Il y en a dans de nombreuses familles. Alors pour revenir à notre système, on dispose au niveau de Montpellier et de la région de finalement deux types d'habitats qu'on peut contraster. Il s'agit des populations rurales. En général, ce sont des friches post-culturales, ou même des vignes en activité, où on peut là trouver l'espèce Crepis sancta sous forme de tapis énorme. Là, on peut évaluer à peu près à 200 000 plantes par hectare. Donc, très peu fragmenté, du moins à l'échelle où la fragmentation est à une échelle bien supérieure à ce qu'on peut observer en milieu urbain, où là, on a des petits patchs avec des petites populations. Dans les patchs, on peut trouver pour l'espèce Crepis sancta de 0 à 50 individus par patch. Alors, à partir de ce constat simple, on peut faire, et à partir de ce qu'on a dit en introduction, on peut faire une hypothèse assez simple sur ce qui pourrait se passer en milieu urbain. Imaginons une plante fictive là au milieu de notre tapis de plantes. On peut imaginer que si elle fait des gros akènes et des petits akènes, les deux contribueront à la valeur sélective de cette plante. C'est autrement dit, les deux pourront trouver un habitat favorable et donc contribuer au succès de la plante, à la fitness de cette plante. Au contraire, on peut imaginer que dans les populations urbaines, les gros akènes, eux, ont toutes les chances de tomber dans le patch, mais que les petits akènes ont toutes les chances d'aller se perdre sur le béton à côté, ce qu'on va caractériser par un coût à disperser, un coût fort à disperser, a priori. Il s'agit de le quantifier, mais a priori, on peut penser ça. Et sur cette base-là, on peut faire la prédiction évolutive suivante.
Si on part dans les populations de campagne d'une distribution d'un ratio, rappelez-vous, c'est le ratio de grosses graines, qui est comme ça, et bien on s'attend à ce qu'en ville, il soit déplacé un petit peu vers des plus fortes valeurs de ratio. Et c'est ce qu'on va essayer de tester dans l'exposé. Alors je vais aborder les points suivants dans mon exposé. D'abord, on va s'intéresser au patron de dispersion et à la sélection divergente sur ce trait dans un gradient rural-urbain. Ensuite, on s'intéressera à la mesure expérimentale de la mortalité des graines en environnement fragmenté. Ensuite, je présenterai un modèle de génétique quantitative pour expliquer les modifications de traits de dispersion en milieu fragmenté, voir comment on peut formaliser ça dans un modèle de génétique. Et enfin, j'aborderai un point à la fin de mon exposé qui concerne la dispersion et la phénologie de germination, à savoir est-ce que les morphes dispersants et non dispersants ont des phénologies de germination identiques ou non, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Alors, afin d'étudier les patrons de dispersion rural-urbain, l'expérience a consisté à aller échantillonner 11 populations. Ce que j'appelle une population en milieu urbain, c'est une série de patchs dans une rue, on va dire une rue. Donc 7 populations urbaines fragmentées et 4 populations rurales non fragmentées. Les populations rurales non fragmentées viennent des alentours de Montpellier, de l'ordre de 20 à 30 km autour. Ces plantes ont été cultivées en environnement commun, donc en serre, pendant leur période de végétation, pollinisées à l'intérieur de chaque population par des bourdons, et lorsque les plantes produisent des fruits, il s'agit de compter, de mesurer le ratio, et ça se fait par le comptage de 2 capitules par plante. Et les résultats montrent que si on a ici en abscisse les populations fragmentées urbaines et les populations non fragmentées en noir. Et ici, la proportion d'acènes non dispersants, notre ratio. Globalement, les populations non fragmentées ont un ratio de l'ordre de 10% en moyenne, par opposition aux populations urbaines qui ont un ratio de l'ordre de 15%, et ceci est significatif, ce qui indique que la dispersion a diminué, si vous voulez, en milieu urbain. Puisque ces expériences sont faites en environnement commun, on peut donc éliminer le problème d'effet environnemental. Alors on a voulu aller un petit peu plus loin dans cette analyse des patrons en faisant un test de la sélection divergente, c'est-à-dire l'idée c'est de savoir si effectivement dans chaque environnement la sélection diffère. Alors pour ça on a utilisé une technique qui s'appelle la technique des contrastes FST-QST. Le principe est le suivant, les marqueurs neutres type microsatellite nous donnent une différenciation des populations qu'on caractérise par un FST, un FST neutre on va dire, et on peut calculer un QST, Q comme quantitatif, une différenciation pour les traits quantitatifs, en l'occurrence le trait de dispersion, qui lui est potentiellement sous sélection. Et la théorie nous dit que si le QST est à peu près égal au FST, ça veut dire que finalement le trait quantitatif se comporte comme un trait neutre, on en conclut qu'il n'y a pas de sélection, entre les deux entités qu'on regarde. Si au contraire le QST est beaucoup plus fort que le FST, ça signifie qu'on est plus différent sur les traits quantitatifs que attendu sous hypothèse neutre, et ça signe une sélection divergente. Et au contraire, si le QST est plus faible que le FST, ça veut dire que finalement chaque habitat se cale sur le même optimum, donc bien calé sur le même optimum, et la sélection et le neutre, la différenciation neutre peut être un peu plus forte puisqu'elle varie au gré de la dérive génétique. Alors pour faire ça, on a utilisé un design en demi-frère, toujours en environnement commun, et l'échantillonnage a été le suivant, un petit peu différent de précédemment. On a utilisé 2 populations urbaines fragmentées, nos populations de patch, 2 populations urbaines non fragmentées, parce qu'on peut aussi trouver dans la ville de Montpellier quelques populations non fragmentées, type vignoble ou verger, des choses comme ça, et 2 populations rurales non fragmentées. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut faire 2 classifications, soit on peut classer les populations en fonction de leur origine, urbain versus rural, soit en fonction de leur fragmentation, fragmenté versus non fragmenté.
Alors ensuite, ça c'est un peu des statistiques, mais l'esprit est le suivant. On va décomposer notre différenciation entre populations, c'est dans la philosophie d'une analyse de variance, si vous voulez, entre un FST qui va être entre habitats, rural ou urbain, et un FST qui va être entre populations, à l'intérieur des habitats. On fait ça pour le trait neutre et on fait la même chose pour le trait quantitatif. Et du fait de notre design, on peut appliquer en fait deux partitions possibles pour l'habitat. Soit on oppose l'habitat urbain à l'habitat rural et on regarde ce qui reste dans les populations à l'intérieur des habitats. Soit on oppose l'habitat fragmenté au non fragmenté et on regarde ce qui reste dans les populations à l'intérieur des habitats fragmentés et non fragmentés. Et la question qu'on se pose là, c'est finalement quelle partition va le mieux décrire la variation. Alors quand on fait ça, bon, les plantes ont été phénotypées donc, pour la dispersion et pour les locus microsatellites neutres. Voilà ce qu'on obtient. Lorsqu'on fait la partition urbain versus rural, on obtient un FST avec intervalle de confiance, FST sur les marqueurs neutres, qui lui est très faible. Au passage, ça montre qu'il n'y a pas de rupture de flux de gène entre la ville et la campagne. On a un FST qui est voilà, très proche de 0. Et le QST, lui, est aussi très très faible. Autrement dit, on n'a pas de preuve ici d'une sélection divergente entre le rural et l'urbain. Toute la variation quantitative des traits se situe à l'intérieur des populations, dans les habitats. D'accord ? Par contre, si on contraste fragmenté versus non fragmenté, on a toujours un FST faible, puisque finalement le neutre c'est toujours faible. Par contre, lui, le QST est, dans ce cas, très supérieur, significatif, sort de l'intervalle de confiance du FST neutre, ce qui indique une sélection divergente entre habitats fragmentés et non fragmentés. Et chose intéressante aussi, c'est une fois qu'on est à l'intérieur des habitats, donc dans la différenciation entre populations à l'intérieur des habitats fragmentés ou non fragmentés est toujours faible pour les marqueurs neutres, mais elle est encore plus faible pour les QST, ce qui tente à montrer qu'à l'intérieur des habitats, on a une sélection stabilisante. Donc divergente entre habitats, fragmentés, non fragmentés, et plutôt stabilisante entre populations d'un même habitat. Et donc de ça, on peut conclure que c'est bien la fragmentation qui est la cause des changements de traits de dispersion dans les patchs urbains, et pas le milieu urbain en tant que tel, où on pourrait mettre la pollution, je ne sais pas quoi. Donc c'est bien le caractère fragmentation des patchs urbains qui cause la variation des traits. Alors, une fois qu'on a établi ces patrons, on a cherché à mesurer expérimentalement la mortalité des graines en milieu fragmenté. Parce qu'il tombe sous le sens qu'il doit y avoir un coût fort à disperser ces graines en milieu urbain, encore faut-il le quantifier. Ou est-ce qu'on peut essayer de le quantifier? Donc pour le quantifier, on a fait une manip sur le terrain d'expérience du CEF où on a recréé des faux patchs de la taille d'un patch urbain sur lequel on mettait des plantes prêtes à faire leurs graines. Et le patch était enduit d'une colle, ce qui fait que lorsque la graine tombait sur le patch, elle était retenue et on pouvait la compter par la suite. Donc en fait, la manip était la suivante. On calcule le ratio avant dispersion sur les plantes, on calcule un ratio, on attend que la dispersion se passe et on calcule le